Bonne journée à tous, bienvenue dans la matinale de France Info, nouvelle demi-heure d'actualité. Le JT avec Johanna, et dans ce JT, Johanna, on évoquera notamment ce déplacement du président Macron. J'en parlais à l'instant avec notre invitée, la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Le déplacement du président Macron sur la mer de glace dans le massif du Mont-Blanc. On en parle aussi dans notre journal de 8h avec notre invité Côme Guerchic. Bonjour Côme Guerchic. Bonjour. Cofondateur de l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. C'est l'un des porte-voix, ce qu'on appelle aussi parfois la génération climat. Et puis notre spécialiste politique, Daïk Odoui. Daïk, rebonjour, est avec nous pour un décryptage consacré à ce déplacement. C'est parti, voici nos titres. Emmanuel Macron est attendu dans quelques minutes dans le massif du Mont-Blanc sur la mer de glace. Emmanuel Macron qui veut faire de l'écologie une de ses priorités. Le chef de l'État est à Chamonix depuis hier soir. Ce déplacement et les dernières annonces marquent-elles un tournant dans son quinquennat? Nous y répondrons dans quelques minutes. La réforme des retraites, alors qu'Édouard Philippe rencontre les partenaires sociaux aujourd'hui à Malte, député de la majorité exprime des doutes sur le financement, notamment sur la valeur du point. Le bilan du coronavirus est reparti à la hausse en Chine. 1355 personnes seront désormais décédées. Dans le même temps, 2 des 11 patients hospitalisés en France sont guéris. On fait le point dans cette édition. Après les annonces pour la protection de l'environnement, le président Macron est donc arrivé hier soir à Chamonix. Déplacement, Johanna, vous le disiez, sur le thème de la biodiversité et de la transition écologique. Est-ce qu'on peut parler de virage écolo, de virage vert dans le quinquennat? Élément de réponse avec notre envoyée spéciale Catherine Demanja qui suit la visite du chef de l'État. Ce sera l'image symbole de la journée tout à l'heure. Emmanuel Macron à la mer de glace. Le chef de l'État descendra les 500 marches de l'escalier qui mène au glacier pour constater et alerter sur les ravages du dérèglement climatique. Et ce sera l'occasion pour lui d'annoncer un plan de protection du Mont Blanc. Le massif est surfréquenté en été, les incivilités nombreuses. Elles seront bientôt sanctionnées avec des amendes d'un montant de 135 €. Cette mesure répond à une demande des élus locaux, des élus qu'il rencontrera ensuite à la mairie de Saint-Gervais. Alors avec cette visite montagnarde, Emmanuel Macron veut convaincre de son action en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Mais cette séquence écologie n'est pas sans arrière-pensée politique, à quelques semaines des élections municipales et d'une poussée annoncée des écologistes dans plusieurs grandes villes. Et d'ailleurs qu'on reçoit là en direct justement les premières images du déplacement. On va voir les images du président Macron, donc vers la mer de glace. Pourquoi ce choix d'ailleurs, Daïk, pourquoi ce lieu aujourd'hui? Eh bien, il a besoin d'une image qui puisse symboliser aux yeux des Français son action en matière d'écologie. Pour l'instant, il ne l'avait pas, cette image qui puisse être immédiatement identifiable et qui, de façon instinctive, l'associe à l'écologie. On a eu des discours, on a eu un tweet contre Donald Trump en début de quinquennat. Rappelez-vous, Make Our Planet Great Again. On en parlait avec notre invité tout à l'heure, effectivement. Voilà, mais il manque l'image qui amène de la chaleur, un ressenti qui va au-delà de l'abstrait et de l'intellectuel. C'est ce qu'il vient chercher aujourd'hui devant un lieu où s'exprime la plus cruciale, le réchauffement climatique en France. Et puis, donc ça c'est l'image et peut-être quelques mots, puis il y aura le discours à 11h où il va annoncer des mesures de protection contre le Mont Blanc. Là aussi, c'est des mesures très concrètes, très perceptibles et ça change un petit peu par rapport à toutes les mesures qu'il a pu prendre mais qui ne sont pas identifiables parce qu'il est question de seuil, de normes, de calendrier, que c'est un peu compliqué à évaluer. Là, c'est plus simple, il va dire je viens protéger le Mont Blanc. On vient de voir là les premières images qui nous parviennent de ce déplacement du président Macron là sur la mer de glace. Je me tourne vers notre invité, Côme Guerchic, je le rappelle, cofondateur de l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Daïk nous expliquait à l'instant, le président Macron est à la recherche d'une image justement pour marquer les esprits sur la question de l'environnement. Qu'est-ce que vous inspire ces images qu'on découvre ce matin? Vous le disiez très justement, il est à la recherche d'une image qui amène de la chaleur, et là c'est le cas de le dire. Se présenter devant la mer de glace qui est complètement fondue, c'est un bon témoin et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment de la communication politique pure à quelques semaines des échéances municipales et je trouve ça personnellement vraiment ridicule. Pour vous, là, vous êtes en train de nous dire qu'on est dans le calcul politique le plus cynique, pardon, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, il n'y a pas de conviction là. Ah non, il n'y a aucune conviction. Alors c'est très bien qu'ils viennent pour rendre des comptes, notamment devant les associations locales qui demandent depuis très longtemps d'avoir des mesures de protection du Mont Blanc, mais c'est un cas très très singulier. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'en parallèle de ça, toute la politique, notamment économique internationale du gouvernement, n'est pas du tout en phase
avec cet élan soudain pour la biodiversité. Malgré les discours, notamment à l'international, du président Macron sur la question de l'environnement, malgré les mesures qui sont annoncées aussi. Oui, il faut déjà constater que le résultat en termes de climat et de protection de la biodiversité n'est pas là. On a excédé tous nos budgets carbone, par exemple, ce qui pousse le gouvernement dans la stratégie nationale bas carbone à recalculer régulièrement pour être en phase avec... Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que à l'international, certes, le président Macron pousse pour que la ratification des accords de commerce soit conditionnée à la signature de l'accord de Paris. Seulement, pour l'instant, ça a très très peu de résultats et on continue à promouvoir un commerce néolibéral. Daïk. Quand il est vite là, visiblement, c'est un monsieur qui montre à Emmanuel Macron comment était la situation avant et comment elle est maintenant. Hein. C'est une perte de 120 mètres au cours du siècle. Hein. Là, on parle du recul de la mer de glace. Oui, 120 mètres en un siècle. Donc, je pense c'est ce qu'il est en train de montrer. Quand vous dites que ce n'est pas ses convictions, je serais un peu moins sévère que vous. Ce n'est pas sa conviction originale. Clairement, l'écologie ne faisait pas partie de ses préoccupations quand il est rentré à l'Élysée. Ça l'est devenu peut-être un peu plus quand même. Je pense que c'est au-delà de la communication. C'est simplement parce que ça s'impose à tout gouvernant qui a des ambitions politiques. Maintenant, il faut qu'un gouvernant traite l'écologie. Alors après, de cette contrainte, lui, il va essayer d'en faire un choix politique. C'est là où est la communication aujourd'hui et pour les 2 prochaines années. On est au-delà du cynisme. Enfin, c'est pas forcément du cynisme pur quand même. Après, est-ce qu'il va assez loin là? Vous dites que non, mais on est au-delà on n'est pas dans le cynisme quand même. Simplement, ça s'impose à lui. Comme il y a des mesures, il y a des annonces qui doivent être faites aujourd'hui, là, à 11h notamment. Daïk nous le disait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très optimiste quant à la teneur de ces annonces. Non, je suis pas optimiste parce qu'il y a vraiment une dissonance cognitive au sein du gouvernement. C'est-à-dire que certes, il y a des choses qui sont faites. Je suis pas du tout en train de remettre en cause le fait qu'il n'y ait aucune prise en compte. On en parle, c'est déjà un premier pas. Mais quand vous avez un ministre de l'économie qui, par exemple, récemment commente les résultats de l'OFCE en disant sur un ton critique, on vit dans l'idée qu'il faut produire toujours moins et redistribuer toujours plus, et qu'il dit ça sur le ton de la critique, ça prouve bien que le paradigme de base de ce gouvernement n'est pas le bon. C'est le logiciel qu'il faut changer. C'est le logiciel qui n'est vraiment pas bon. Et pareil, la réforme des retraites, on l'aborde de façon complètement indépendante, alors même qu'elle est fondée sur un principe de croissance de la production. Et donc ça, c'est juste un système, pour moi, obsolète. C'est l'état de débat entre la papa que dénonçait Nicolas, ou une rupture d'échelle radicale peut-être, en tout cas rapide et forte. Voilà. Si on peut rentrer un tout petit peu dans l'état des annonces qui ont été faites récemment par l'exécutif, il y a la question du nucléaire. Parce que j'en parlais tout à l'heure sur notre antenne avec la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Le président Macron a confirmé sa volonté de faire reculer le nucléaire dans ce qu'on appelle le mix énergétique de notre pays. Est-ce que pour vous, comme Kirchig, ça va dans le bon sens ou pas? Le nucléaire, c'est une question qui est très compliquée. Il faut être pragmatique, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est largement décarbonée. Alors, bien sûr, elle met toujours du carbone. Pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est très bien. Pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est très bien. Mais comme dans tous les problèmes d'écologie en général, on est face à différentes dimensions qui ne sont pas comparables. On a les questions de biodiversité, on a les questions de température. Vous voulez commenter? Je vous interromps juste, monsieur, c'est moins intéressant que ce que vous dites, mais c'est juste pour l'image-là que vous voulez aller chercher. Emmanuel Macron, on va la regarder, lui contemplant cette mer de glace qui n'est plus telle qu'elle était au siècle dernier, recul de 120 mètres. Voilà, c'est cette image-là qu'il vient chercher, et sans doute qu'il va s'exprimer. Peut-être, on va écouter en disant « je reste cela ». On a reconnu Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, qui était présente. En attendant, peut-être que le président Macron prononce quelques mots ici devant la mer de glace. On parlait du nucléaire. Et donc, vous dites, c'est compliqué, parce qu'effectivement, en termes de carbone, c'est positif, mais il y a des problèmes ensuite de sécurité, de gestion de la biodiversité, notamment avec les effluents des centrales qui sont très chauds, et en été, ça pose des problèmes. Mais pour moi, le nucléaire sera une énergie de transition, mais juste de transition. Et c'est tout. Et effectivement, investir des dizaines de milliards dans l'EPR, ça semble être une gabegie économique qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Voilà. Mais je crois qu'on va écouter cet échange. Et les écosystèmes reprennent avec le président de la République. En fait, ça libère des espaces pour les chamois ou d'autres espèces naturelles qui sont vraiment sous pression ailleurs et qui du coup trouvent éventuellement une porte de sortie dans ces nouveaux. Elle s'adapte, mais
Et quand on les appelle, ceux qui montent là, les spécimens qui montent par l'altitude, alors on appelle les espèces arctico-alpines, celles qui sont arrivées en fait lors des dernières glaciations et qui sont restées coincées en fait sur nos sommets. Il faut imaginer que les montagnes sont des îles, on les appelle des îles dans le ciel. C'est-à-dire que les espèces qui Donc là, sont coincées manifestement, on évoque les conséquences écologiques du recul de la mer de glace, notamment sur les espèces animales sur place. Comme Guerchi, quand vous disiez, oui, le nucléaire, oui, mais comme énergie de transition, est-ce que ce n'est pas exactement ce que dit le président Macron quand il dit, aujourd'hui, on ne peut pas remplacer le nucléaire, car selon lui, par des modes de production d'énergie moins polluantes, on n'est pas prêt. En attendant, poursuivons le nucléaire, mais l'objectif, c'est de le faire baisser. C'est pas ce que dit le chef de l'État aujourd'hui. C'est pas votre sentiment? Toute la discussion faite porte sur l'agenda et la vitesse de réduction. Après, il faut savoir s'il est suffisamment ambitieux. Moi, j'en suis pas sûr. Jusqu'à aujourd'hui, on a vécu dans une logique d'accumulation des différentes énergies, c'est-à-dire qu'on a développé beaucoup d'énergies renouvelables et on a communiqué dessus en donnant des chiffres en valeur absolue. On a installé tant de gigawatts d'éolien, tant de gigawatts de solaire. Le truc, c'est qu'en fait, les énergies se sont accumulées. Et notamment aujourd'hui, on ne vérifie pas du tout les objectifs de réduction de consommation d'énergie finale. Et c'est ça le vrai indicateur qu'il faut regarder. Donc il y a une question de mix, de calendrier et de décarbonation. Daïk, vous nous avez expliqué tout à l'heure, Daïk Onoui, notre spécialiste politique, que le président Macron est venu ici pour chercher une image forte, pour ancrer dans l'esprit des Français, notamment des électeurs peut-être, on approche des élections municipales, que oui, il a des conviction écologique, il a décidé de prendre des mesures radicales en la matière. Pour l'instant, on se souvient surtout d'un claquage de porte, celui du ministre Nicolas Hulot. Il y a beaucoup de choses à rattraper quand même. Absolument. Le passif est lourd. Il y a le passif et pour lui, il y a surtout une incompréhension. C'est-à-dire qu'il considère qu'il mène une politique écologiste, peut-être pas assez radicale, mais lui, il assume cette politique des petits pas. En tout cas, au début de son quinquennat, c'est cette politique de petits pas que reprochait Nicolas Hulot. D'ailleurs, Nicolas Hulot, je vous rappelle, il avait fait son retour dans la vie publique dans une émission sur France 2, vous avez la parole, et qu'est-ce qu'il avait choisi comme lieu pour s'exprimer sur son ressenti et ses propositions pour l'avenir? Il avait choisi également la mer de glace. Il avait également pris le petit train comme Emmanuel Macron hier. Alors, je ne vais pas vous dire qu'Emmanuel Macron a choisi la mer de glace pour répondre à Nicolas Hulot qui avait choisi la glace, mais tous deux ont fait le même constat, que c'était le phénomène le plus visible du réchauffement climatique en France et que c'était donc un symbole du combat qu'on pouvait faire contre le réchauffement climatique. Mais c'est un combat qui est assez facile, encore une fois, à identifier, ce qui n'a pas été forcément le cas de toutes les prises de position d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. C'est comme le nucléaire. C'est que c'est quelque chose d'assez subtil. Et encore une fois, le glyphosate, on est sur des questions de calendrier. Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 5 ans ? On est sur des questions de seuil. C'est pas forcément... Voilà, c'est compliqué. C'est pas forcément identifiable tout de suite. Là, il va juste nous dire, moi, je veux sauver le Mont Blanc, donc je vais peut-être l'interdire aux touristes dans un certain cadre, peut-être pas totalement, mais il va poser des jalons qui vont être beaucoup plus facilement identifiables par l'opinion. Et il va se dire, voilà, on va sauver la montagne, en gros. Comme Guerchi, oui. Mais pour moi, c'est comme pour la protection de l'océan. La protection de l'océan ne se fait pas en étant sur l'océan, tout comme la protection du Mont Blanc ne se fait pas en étant sur le Mont Blanc et en faisant des mesures qui s'arrêtent qu'au Mont Blanc. Il faut distinguer les questions de climat et de biodiversité. Ce qu'il fait ici, c'est d'éventuellement annoncer des mesures pour protéger mieux le Mont Blanc. Mais moi, ce que j'attends de lui, c'est notamment des réflexions, encore une fois, sur sa politique internationale, sur la dynamique économique dans laquelle il s'inscrit, qui pour l'instant n'est pas du tout la bonne. Donc il pourra mettre des gobelets en carton à l'Elysée et venir en voiture hybride, ça ne changera rien à l'histoire. Ce qu'il faut, là, vous faites allusion aux mesures qui ont été annoncées effectivement exactement. Très récemment. Ce qu'il faut, c'est changer à nouveau le logiciel économique. Et là, c'est là où il y a un intérêt en fait de critiquer la politique des petits pas. Le problème de la politique des petits pas, c'est pas qu'elle va pas assez vite, c'est qu'elle va pas dans la bonne direction. Elle commence pas à construire le paradigme d'économie locale, plus sociale, plus solidaire, qu'il faudrait mettre en place. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette politique des petits pas. Daïk, j'aimerais votre décryptage, votre explication là-dessus, parce qu'on reçoit, notamment sur notre antenne, à France Info, des spécialistes, des scientifiques qui nous expliquent l'urgence en la matière. D'un côté, l'urgence, les rapports s'accumulent et tous le confirment, et de l'autre, une politique des petits pas. Comment, aujourd'hui, le chef de l'État légitime défend-il cette politique des petits pas face à l'urgence climatique? Quel est son discours? Qu'on ne peut pas imposer une transition brutale à l'opinion et à l'économie, parce que ça mettrait des gens au chômage. Et il donne pour ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec l'augmentation de la taxe carbone, vivement critiquée. Alors certes, vous pouvez nous dire qu'elle n'a pas été accompagnée par de mesures sociales et qu'elle a été faite trop brutalement, mais il le cite. Voilà, on ne peut pas
totalement appliquer ce qu'on certains appellent une écologie punitive, qui est un mot qui est quand même un peu moins à la mode, vu l'urgence. Maintenant, tout le monde considère qu'en effet, il faut prendre des mesures. Donc, il y a moins ce débat-là, quand même, entre écologie. Le débat, c'est plus, est-ce que le capitalisme peut se verdir ou est-ce qu'on est obligé de passer par une décroissance pour éviter cette politique des petits pas? Or, Emmanuel Macron considère que, oui, on peut continuer le capitalisme. Il faut juste l'adapter à l'urgence climatique, mais il ne s'agit pas de rentrer dans une période de décroissance, ce que disait Bruno Le Maire, ce que vous évoquiez. Voilà, on est là sur le débat, sur cette politique des petits pas. Est-ce que le capitalisme est compatible ou pas? L'urgence écologique, en fait, c'est ça, hein, c'est une question qui est assez banale, mais c'est ça, finalement, à laquelle doivent répondre les politiques, c'est cette question-là. Une dernière chose, avant de retrouver Alix Dauge pour l'info en clair, rendez-vous de la matinale, comme Guerchi, question très politique. Est-ce que, j'ai entendu vos critiques sur le pas assez de la politique actuelle, est-ce que, aujourd'hui, la seule solution pour une vraie politique environnementale en France, est-ce qu'elle passe par Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'elle passe par les écologistes au pouvoir? C'est ça ma question. Est-ce que c'est la seule solution? Elle passe par la mise au centre du débat de ces questions-là. Moi, je pense qu'elle passera surtout par une réinvention de la question de la légitimité politique et donc par des assemblées de délibération citoyenne avec des gens tirés au sort, à l'instar de la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que beaucoup de gens en parlent en ce moment comme étant quelque chose d'une sorte de petite innovation qui n'a aucune valeur, etc. Moi, je suis persuadé qu'en réinventant la façon dont on prend les décisions, qui permet de nous débarrasser de toute forme d'influence, de couloir, de lobby, etc., notamment au Conseil d'État, ce genre de nouvelle institution qui, pour l'instant, est purement politique. Pour répondre à votre question, c'est le président Macron qui s'est engagé à transmettre sans filtre les revendications. Je pense que ce type de mode de décision pourra révolutionner notre façon d'approcher l'écologie. Et un dernier mot. Oui, juste cette assemblée rendra ses préconisations en avril et Emmanuel Macron a laissé entrevoir l'idée que certaines pourraient être adoptées sous forme de référendum, peut-être simplement consultatif, mais au moins de référendum auprès de la population. Et ça va dans le sens de ce que dit monsieur sur de nouvelles façons d'aborder la décision politique. Un grand merci beaucoup, Comme Guerchi, d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale. Je vous dis à très bientôt. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de ces thèmes. Johanna, à tout à l'heure, à 8h20, on se retrouve pour un point sur l'actu. Je vais retrouver à 8h17 Alix Dauge pour, je vous le disais, l'info en clair, pour évoquer, et on va continuer à parler d'environnement d'ailleurs, cette annonce forte du PDG de Moët Hennessy, le grand groupe français de vins, de spiritueux, de Champagne. Alix, d'ici la fin de l'année, ce groupe s'engage à ne plus utiliser d'herbicides. Exactement, Moët Hennessy s'engage pour la préservation de l'environnement. Fini les herbicides. Le groupe va mettre en place un désherbage mécanique avec des robots et surtout avec des tracteurs électriques, des tracteurs comme celui-ci. Alors on les appelle les tracteurs enjambeurs. Le groupe va dans une douzaine d'engins comme celui-ci. Le coût, 200 000 € l'unité, un investissement important donc. Mais l'objectif, eh bien, c'est de mettre fin donc aux herbicides d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2020 et dans tous les vignobles Moët Hennessy de Champagne. Alors ce n'est pas rien, puisque parmi ces vignobles figure notamment la maison Moët et Chandon, qui est l'un des plus gros vignobles de Champagne, avec 1190 hectares. Le champagne, mais également le cognac, puisque le groupe compte également mettre fin aux herbicides dans la région de Cognac. Cette fois-ci, ce sera en 2021. Alix, plus d'herbicides, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va vers le 100% bio. Effectivement, puisque pour obtenir le label bio, il faudrait mettre fin donc aux herbicides, mais aussi aux insecticides, aux fongicides. Et on vient de le voir, Moët Hennessy compte seulement se séparer des herbicides. Certains pesticides seront encore utilisés. Le moins possible, a annoncé son PDG, qui a rajouté ne pas chercher à obtenir des labels, plutôt il cherche à protéger les sols. Le bio, ce n'est donc pas pour tout de suite. Et pour l'instant, d'ailleurs, en Champagne, eh bien, à peine plus de 2% des viticulteurs ont ce fameux label bio. Je crois que c'est d'ailleurs la région qui utilise le plus, Alix, de pesticides. Hein. Effectivement. Notamment le département de l'Aube. Effectivement, plusieurs études le montrent, notamment une étude de Génération Future qui date de 2018 où on apprenait que l'Aube était le plus gros consommateur de produits phytosanitaires avec 3276 tonnes de pesticides vendus en 2017. Une autre étude faisait le même constat. Les vignerons de Champagne utilisent 2 fois plus de pesticides qu'ailleurs. Merci beaucoup Alix, c'était l'info en clair. On se retrouve tout à l'heure dans la matinale. France Info, il est l'heure 8h20 à tout pile, à la seconde près, de faire un point sur l'actualité
avec Johanna. Emmanuel Macron est arrivé dans le massif du Mont-Blanc sur la mer de glace. Nous l'avons vu en direct il y a quelques minutes. Le chef de l'État qui veut faire de l'écologie l'une des priorités de la deuxième partie de son quinquennat. Après les annonces pour la protection de l'environnement hier à l'Elysée, l'objectif pour le chef de l'État, c'est d'illustrer les dégâts du réchauffement climatique. Nous serons également en direct dans quelques minutes. Première nuit en liberté pour Patrick Balkany après 5 mois de détention, notamment pour blanchiment de fraude fiscale. La Cour d'appel de Paris a accepté sa remise en liberté pour raison médicale. Le maire Les Républicains de Levallois-Perret reste sous contrôle judiciaire et devra se présenter 2 fois par mois à la gendarmerie. Le bilan du coronavirus est reparti à la hausse en Chine. 1355 personnes sont désormais décédées et dans le même temps, aucun nouveau cas n'a été détecté en France. Merci Johanna, on se retrouve à 8h30 à tout à l'heure. pour un nouveau JT complet sur France Info. Frédéric Vion nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pour la revue de presse, qu'est-ce qu'il y a dans vos journaux ce matin, notamment cette une intéressante de l'opinion. Bah oui, et puis Libération qui reprend. C'est l'idée que les sentiments sont peut-être trop valorisés dans le débat public au détriment de la logique un peu froide. En tout cas, c'est la question que pose effectivement l'opinion en une et aussi Libération à propos de la catastrophe de Furiani, puisqu'il y a un député corse. Depuis longtemps, des associations de victimes demandent qu'il n'y ait plus de matchs professionnels joués les 5 mai parce que c'est l'anniversaire de l'accident de Furiani en 92. Eh bien, il y a un député donc corse qui a déposé un projet de loi en ce sens, qui sera soutenu par La République En Marche. Or, se demandent les journaux, bon, c'est vrai qu'il y a eu 18 morts, 2500 blessés, horrible catastrophe, pardon, mais l'opinion se demande s'il faut aussi fermer les tunnels routiers le 24 mars, jour de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc en 99, interdire les courses automobiles le 11 juin, puisqu'il y a eu 84 morts aux 24 heures du Mans en 1955, etc. Autrement dit, où s'arrêter? Question des sentiments qui se posent aussi dans une autre affaire. Est-ce qu'on ne survalorise pas les sentiments familiaux, les liens du sang, dans le cas, en l'occurrence, de la mort de la petite Vanille qui a été tuée, donc vraisemblablement par sa mère qui souffre de troubles mentaux. Le dogme de la filiation, dit l'Opinion internationale, qui est un autre journal que l'Opinion, ça n'a rien à voir. L'Humanité donc parle d'une survalorisation des liens du sang. En effet, on a de la compassion pour les parents et souvent on leur laisse leurs enfants alors que parfois on ne devrait pas, estiment ces 2 journaux qui rappellent qu'une centaine d'enfants sont tués au sein de leur famille chaque année. Je vous renvoie à ces 2 articles. Il y a en revanche des cas où les sentiments et la compassion rejoignent la logique. Quand on pleure devant les koalas qui brûlent dans les incendies en Australie, eh bien on a raison parce que ça rejoint aussi la logique du portefeuille, nous disent les Échos. 500 milliards de dollars par an, c'est ce que pourrait coûter notre inaction en matière de pollution et de réchauffement climatique. Alors pourquoi ça coûte? Parce que il y a les abandons d'immeubles à cause du recul des côtes, il y a les incendies, évidemment, il y a les inondations, tout ça coûte donc beaucoup d'argent, rappelle cet article des Échos. Autre cas où les sentiments spontanés sont raccords avec la logique, on a tous le sentiment, et on a raison, que les profs sont très mal payés en France. Et Le Figaro nous dit que des meilleurs salaires sont promis aux jeunes enseignants. Seulement, ces augmentations ne seraient que de l'ordre d'une centaine d'euros, ce qui est bien peu pour rattraper les pays européens qui nous entourent. Et c'est surtout bien peu pour rattraper ce que les enseignants risquent de perdre avec la nouvelle réforme des retraites. Il faudrait beaucoup plus d'augmentation pour qu'ils n'y perdent pas à la retraite, ce qui fait dire au Figaro que même les députés de la majorité s'inquiètent sur le calendrier, d'une part, parce que l'opposition va faire barrage, et le financement de cette réforme des retraites. Il n'y a pas assez d'argent pour que les enseignants n'y perdent pas. Autre sujet, remarquez, c'est toujours un peu le même sujet, puisqu'il s'agit des retraites. Là, c'est en couverture de l'Humanité qui nous dit que 67% des Français souhaiteraient un référendum sur ce sujet de la réforme des retraites. C'est un sondage dans l'Humanité, mais Le Figaro embraye en expliquant que le référendum, par exemple, sur la privatisation des aéroports de Paris, c'est un échec alors qu'il y a pourtant 1 million de signatures. Pourquoi c'est un échec? Parce que la loi est tellement drastique qu'il faudrait 4 millions de signatures pour que ce référendum ait effectivement lieu. C'est quasiment impossible, nous dit Le Figaro. Ouais. On est en train de se rendre compte qu'effectivement, ça ne peut pas marcher. C'est quasiment impossible. Je termine avec un sujet dont on parle très peu. Oui. Pourtant, je vois régulièrement des entrefilets, mais c'est rarement plus que des entrefilets dans la presse. Là, vous voyez aujourd'hui un article dans Le Figaro, sur le site Spoutnik, dans Vosges Matin, dans Valeurs Actuelles, sur le saccage, le vandalisme à la cathédrale de Saint-Dié. Alors aujourd'hui, c'est la cathédrale de Saint-Dié, ça fait plusieurs jours que ça dure, mais régulièrement, je vois des actes de vandalisme bêtes dans des églises, et on en parle, parle pas. On en parle très peu. En fait, C'est vrai. ça n'est pas arrivé jusqu'au débat politique. Voici pourquoi.
je vous ai montré ces 4 coupures de journaux. Merci Frédéric. On se retrouve pour la revue de presse culturelle après le journal de 9h. Vous savez déjà de quoi vous pourriez nous parler Oui, il y a des expositions. Il y a pas mal d'expositions. Okay. Merci Frédéric. Rendez-vous est pris. On va revenir un instant avant le prochain journal sur ce déplacement du président Macron à Chamonix, dans la vallée. Et ce matin, on a découvert les images en direct qui nous parvenaient tout à l'heure dans la mer de glace. Daïk Odoui, notre spécialiste politique, Daïk nous expliquait tout à l'heure que le président Macron était venu à la recherche d'une image forte pour marquer l'opinion. Est-ce que cette image s'est produite, Daïk? Alors, c'est pas tout à fait l'image qu'on va voir, parce que là, on va commencer la descente des escaliers, mais avant la sortie du téléphérique, on a pu voir cette mer de glace, alors qu'on est au début du mois de février, quasiment sans neige. On le rappelle, c'est un recul de plus de 120 mètres en un siècle. C'est le lieu en France où se manifeste le plus le réchauffement climatique. Et c'est cette image-là qu'il est venu chercher de lui contemplant ce désastre pour que, il y ait une image de lui d'émotion sur ces questions écologiques. Il n'est pas identifié sur ce thème-là, c'est pas dans sa culture personnelle. Il s'y met progressivement, pas assez pour certains, mais donc il est là pour montrer à l'opinion de façon non intellectuelle, non abstraite, parce qu'on a eu beaucoup de discours, beaucoup de mots. Là, il manquait une image qui puisse l'identifier aux préoccupations écologiques. C'est ce qu'il est allé chercher aujourd'hui, c'est ce qu'il a trouvé quand on le voit là, avec derrière des sommets, des pentes pas très neigeuses, en tout cas pas complètement enneigées comme elles devraient l'être normalement en ce début du mois de février. Daïk, je vous pose la question, comme certains téléspectateurs se la posent peut-être, une image forte, pourquoi pas, mais est-ce qu'un président de la République en Anorak, comme on le voit ici, devant la mer de glace, est-ce que c'est suffisant pour marquer les esprits? Est-ce qu'il ne faut pas surtout et d'abord des annonces fortes et si oui, qu'est-ce qui peut être annoncé ce matin à 11h, un discours attendu? Un discours où là, il annoncera des mesures assez concrètes de protection du site et du Mont Blanc, y compris contre un tourisme effréné. On sera dans des propositions très simples, très perceptibles par l'opinion. Et là aussi, c'est pour marquer une rupture, une évolution ou un changement par rapport aux diverses mesures qu'il a pu prendre en matière d'écologie, qui soit sont très sectorisées géographiquement. Je pense à Europa City au nord de l'Île-de-France ou à la Montagne d'Or en Guyane, ou qui sont très compliqués à comprendre parce qu'il y a des questions de seuil, de normes ou de calendrier. Comme Guerchik, le cofondateur de l'association d'ambassadeurs pour le climat, est toujours avec nous, les mesures que pourrait annoncer le président Macron tout à l'heure, celles qu'évoquait Daïk à l'instant, ça vous semble suffisant? Non, de toute façon, c'est jamais suffisant. Et encore une fois, ce qui me dérange dans ces images, c'est le président de la République est en train de poser devant un glacier qui n'existe plus avec sa ministre de la Transition. J'aimerais bien voir Bruno Le Maire, par exemple, sur cette image, encore une fois. Une personne qui soit vraiment tenante et organisatrice de la façon dont on conçoit l'économie en France. Et un autre détail, c'est là, le président peut se rendre sur un glacier. Bon, devrait aussi peut-être aller en mer, aller dans ce continent de plastique. Et ça lui ferait peut-être réfléchir à nouveau sur le report de l'interdiction des plastiques donc à 2040, sous prétexte, selon lui, qu'on n'était pas prêt en termes d'innovation à trouver des substituts au plastique. Je pense que c'est une folie de penser ça. C'est juste qu'il a subi un très fort lobbying de la part des plasturgiciens. Donc qu'il fasse ce même genre de choses avec son ministre de l'économie et dans d'autres écosystèmes qui sont en voie de destruction à cause de... Ça, il le fait peut-être parce que c'est vraiment une stratégie pour l'élection présidentielle. Il considère que ce sera sur l'écologie et sur le régalien. Que sur le régalien, sur le sécuritaire notamment. Ça va être la stratégie pendant 2 ans, c'est ça, jambe gauche, pour séduire l'aile gauche. Alors, de ce point de vue-là, ce qui est important, ça sera les conclusions de la Convention citoyenne du climat qui seront rendues au mois d'avril. Vous savez, il y a 150 citoyens... Que notre invité évoquait tout à l'heure, oui. 150 citoyens tirés au sort qui réfléchissent, qui vont faire des propositions. Et Emmanuel Macron leur a d'ores et déjà promis qu'il recourrait sans doute au référendum pour être validé par l'opinion. Un référendum d'ordre consultatif, sans doute, mais elles seront proposées à l'opinion. Simplement, ça sera au mois d'avril. Alors que là, par rapport au municipal où Europe Écologie est attendu sur de bons scores, il a besoin de faire une piqûre de rappel. Et c'est aussi pour ça qu'il fait ce déplacement aujourd'hui en montagne pour les océans. Il aura peut-être 2 ans encore pour faire un déplacement de ce type et peut-être plus dans la période plutôt estivale, puisque là aussi ça correspond à la période hivernale où les gens sont également, pas 1/10 des Français seulement, mais quelques personnes sont en vacances au ski. Daïk, vous nous le disiez tout à l'heure à 11h, peut-être des annonces notamment sur ce qu'on appelle le tourisme de masse qui frappe le Mont Blanc. Comme Guerchik, est-ce qu'il faut interdire le tourisme de masse, notamment sur les sites
sensibles comme le Mont Blanc, par exemple? Est-ce qu'il faut prendre ce genre de décision? Alors, je comprends votre question, comme est-ce qu'il faut interdire le tourisme? Bien évidemment non. De masse, de masse. De masse. Alors oui, il faut limiter d'une certaine façon, en tout cas éviter les dommages qui sont faits sur le Mont Blanc. Après, par quoi ça passe? Est-ce qu'il faut réduire absolument le nombre de personnes? Je ne sais pas. Ouais. C'est très bien aussi qu'il y ait un nombre considérable de témoins de cet effondrement, tant de la biodiversité que des écosystèmes à cause du climat. Parce que le tourisme de masse, ça concerne plus la biodiversité. Parce que pour le réchauffement climatique, question, c'est le transport routier dans les vallées. Oui, enfin, le tourisme de masse implique aussi des émissions du secteur aérien. Par le transport aérien, oui. Oui, donc, mais sur la présence dans le Mont Blanc, c'est aussi la menace de la biodiversité. Enfin... Avec énormément de déchets, mais ça semble, je pense qu'il n'est pas très compliqué de mettre en place des mesures régulatoires, notamment pour mieux encadrer la dispersion des déchets, la fragilisation des écosystèmes en marchant en dehors des sentiers battus. Je pense que, avec une volonté politique qui est ici clairement affichée, ce ne sera pas compliqué de faire ça. Dave Colby vient de nous expliquer que le président Macron entendait marcher sur deux jambes en vue de la prochaine campagne présidentielle, une à droite sécuritaire, en tout cas sur les sujets régaliens, et l'autre à gauche sur l'écologie. On a l'impression que tous les partis politiques de France verdissent leur programme. Certains parlent de greenwashing. Le Rassemblement national parle de plus en plus d'écologie. Le PS de plus en plus également. LR, idem. L'exécutif. Est-ce que, alors, versant optimiste, puisqu'on parle de montagne, comme Hirschig, est-ce que c'est une prise de conscience générale et les partis politiques s'en emparent? Versant pessimiste, ce n'est que de la politique, que du calcul politique, parce que ces thèmes ont maintenant une résonance dans l'opinion publique. Quel est votre sentiment? Mais je pense que plus aucun parti politique n'a le choix d'ignorer, en tout cas dans sa communication, cette question-là. Les mouvements de jeunesse... Mais justement, communication ou conviction? Je pense que pour l'instant, il y a énormément de communication. Alors, il y a des partis qui, depuis très longtemps, défendent des mesures, avec une forme de radicalité. Je pense principalement à des partis de gauche, entre autres Europe Écologie, les Verts. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne connais pas encore de parti qui ait une vision suffisamment radicale face à l'urgence. Mais encore une fois, avoir défendu l'écologie il y a 20 ans, c'est pas la même chose que de la défendre aujourd'hui. Le type de mesure, étant donné l'ampleur des dégâts, n'est plus le même. Le GIEC nous rappelle que nous n'avons plus que 11 années pour atteindre la parfaite neutralité carbone. Aucun parti, à l'heure actuelle, n'a encore intégré ça, mais bien évidemment, ELV est sur le devant depuis une vingtaine d'années. Daïk, il nous reste une petite minute. La classe politique française, d'une manière générale, pas à la hauteur de l'urgence climatique, c'est aussi votre sentiment ou pas? Elle est à la hauteur dans la prise de conscience, elle n'est pas encore forcément à la hauteur dans les propositions, mais ce qui est normal, parce que ce que demande le GIEC, c'est une rupture quand même assez importante des équilibres de la société, et un parti politique, pour rompre ces équilibres, il doit y aller, un parti ou un pouvoir politique, il doit y aller progressivement. Sinon, ce que vous avez, c'est un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes quand on a parlé de l'augmentation de la taxe carbone. Donc c'est sûr que ça ne va pas encourager les futurs partis politiques au pouvoir d'y aller peut-être très fortement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On parle d'écologie également, on l'a dit, au sein de LR. Et justement, notre invité maintenant sur France Info, c'est Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, alors qu'on vient...